comment adapter le secteur du sport au changement climatique? À quoi ressemblera la pratique du sport dans une France à plus 4 degrés? On en parle avec deux dirigeants qui projettent leur sport dans l'avenir. Bonjour Yann Robert. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du club de rugby de Lyon, le Loup. Et vous êtes aussi le vice-président de la Ligue nationale de rugby, donc vous parlez au nom de la profession. Et avec vous, Magali Chevalier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans BFM Climat. Vous êtes la responsable des grands événements du club des sports de Chamonix, et notamment évidemment le marathon du Mont Blanc, qu'on connaît bien. Yann Robert, je commence avec vous. Dites-nous concrètement comment est-ce que vous faites pour adapter votre club, le Loup, au changement climatique. Comment vous avez intégré les limites planétaires dans le fonctionnement économique de votre club? Alors, on les a intégrés un peu comme on peut, sans doute pas assez, parce que notre but, c'est d'être un peu moins imparfait, à défaut d'être vertueux. Par essence, quand on organise des événements, on déplace du monde, on crée évidemment un bilan carbone qui est pas forcément toujours bon. Donc, on essaye, dans notre petite mesure, de contribuer. Donc ça, c'est, on a commencé par faire notre bilan carbone. On a participé à la Convention des entreprises de climat pour essayer d'écrire notre feuille de route. Et après, on essaye de s'y tenir en mettant des petites touches qui changeront pas le monde, qui nous rendront pas parfaitement vertueux, mais qui essayent d'aller dans le bon sens. D'accord. Bon, donc là, ce sont des premiers pas, mais plus concrètement, de quoi parlez-vous? Concrètement, du coup, ça change. Ce bilan de carbone, on l'a pris et du coup, on a choisi les thèmes sur lesquels on pouvait agir. Il y a nos infrastructures, celle-là, le Matmut Stadium de Gerland, il existe depuis 100 ans, on ne pourra pas le changer. Par contre, ce qui a trait à nos déplacements, aux déplacements de nos supporters qui viennent nous voir, à nos achats, ce qui dépend de nous, là, on peut faire. Donc, d'avoir des circuits courts pour les achats, de faciliter les mobilités douces pour nos supporters. Quand on le peut, nous, on ne le fait pas toujours parce que parfois, on a aussi des exigences sportives. Quand on va jouer à Pau ou à Bayonne, là, on prend l'avion malgré tout, mais on favorise le train quand on le peut et quand on en a l'opportunité. Bon, des premières pistes d'action. Magali Chevalier, même question pour vous. Pour vos événements, dans votre station, Chamonix, et bien évidemment pour le marathon du Mont Blanc, comment est-ce que vous faites pour intégrer le climat à tout ça? Comme Yann, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on a des actions environnementales et qu'on a fait un bilan carbone également. Et il est ressorti de ce bilan carbone qu'on avait 96% de l'empreinte carbone de l'événement qui était liée au transport des participants pour venir à Chamonix faire le marathon du Mont Blanc. À 96% du bilan carbone du marathon, c'est les transports? Oui, c'est le transport des participants pour venir à Chamonix. Okay. Et ce chiffre est très élevé par rapport à d'autres événements outdoor parce qu'on a énormément d'actions environnementales en parallèle. On a supprimé les bouteilles plastiques de l'intégralité des ravitaillements. On a bien sûr le tri des déchets, etc. Donc, toutes les autres actions font qu'en fait, la part du transport participant prend le pas sur d'autres thématiques. Et du coup, on a décidé qu'il fallait absolument qu'on agisse sur ce chiffre qui est faramineux. Et on a décidé de réserver 40% des dossards aux gens qui s'engageraient à venir en train ou en bus participer à l'événement. D'accord. Ah oui. Et donc ça, ils doivent le prouver? Absolument. Au moment de la réservation, quand on a le dossard, on doit prouver que... En fait, on a une très forte demande pour participer au marathon du Mont Blanc. Il y a plus de 33 000 personnes qui essayent de s'inscrire pour 10 000 places. Et du coup, cette forte demande fait qu'on a la chance d'être très sollicité. Et on a décidé de ne pas faire de tirage au sort pour les coureurs qui s'engageraient à venir en train ou en bus. Et du coup, ça nous permet de filtrer les inscriptions à ce moment-là et de vérifier les titres de transport quand ils s'inscrivent. Yann Robert, ça vous parle ça? Tout à l'heure, vous parlez des mobilités douces concrètement. Nous, on aimerait pouvoir faire ça. Nous, un petit peu de la même sorte, on a les gens qui viennent en trottinette, typiquement, ont un code qui fait que les trottinettes sont gratuites pour venir au stade. Si on a du covoiturage, le parking est gratuit, alors que si on vient seul dans sa voiture, là, il est payant. On adorerait pouvoir offrir le métro à ceux qui viennent en métro et qui laissent leur voiture au garage. Ça, on a besoin de la complicité des autorités, évidemment. C'est pas si simple que ça à mettre en place, mais c'est des choses vers lesquelles on va tendre. Et on a la chance d'avoir bientôt le tram qui va venir au Matmut Stadium de Gerland qui devrait nous aider à aller dans ce sens. Et puis malheureusement, les travaux et les bouchons font une bonne pub pour les faits de venir en transport en commun en mode. Restent ceux qui viennent de loin pour nous supporter. Là, évidemment, on a encore besoin de parking et de voitures. Donc on n'est pas encore à zéro, évidemment, mais on essaye d'améliorer la photo. C'est plus difficile d'avoir la main là-dessus. Bon, donc pour tous les deux, on voit bien que le transport, c'est un sujet clé. Est-ce que pour aller plus loin, pour décarboner, pour réduire l'empreinte carbone, est-ce qu'il faut, de manière générale dans le sport, peut-être moins d'événements, moins de compétitions, moins de matchs? C'est toute la réflexion qu'il y a autour de la décroissance volumique. Là, on parle du sport, mais ça vaut pour tous les secteurs. Est-ce que pour vous, c'est le sens de l'histoire?
Ça le deviendra peut-être pour des raisons climatiques, bien sûr, mais aussi pour des raisons de santé des joueurs chez nous. On a là-dessus, donc c'est des débats qu'on a souvent. Après, c'est toujours très difficile de se dire, si on réduit, qu'est-ce qu'on enlève? Est-ce que c'est la Coupe d'Europe? Est-ce qu'on joue à moins d'équipes? Et on a évidemment en pendant le côté social et lien social que doit créer le sport. Donc il est évident que on sait qu'on essaye de compenser notre mauvaise empreinte carbone, parce que quand on aura des France-Nouvelle-Zélande, il faudra toujours qu'il y ait une équipe qui traverse le monde, ses supporters pareil. Mais on se dit que ça crée quand même d'autres choses, à défaut d'être vertueux pour le climat. Donc c'est un débat, et c'est pour ça qu'on peut donner de leçons à personne, parce qu'on vit avec nos paradoxes, évidemment. Ouais. Magali Chevalier. Ouais, nous on est effectivement on n'est pas sur une saisonnalité avec plusieurs événements qui se répètent. Nos 3 gros événements, c'est le marathon du Mont Blanc, la Coupe du Monde d'escalade et la Coupe du Monde de ski le Candar. C'est tous les ans? C'est une fois par an, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Donc après, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, est-ce qu'on fait le marathon du Mont Blanc une année sur 2? L'objectif de ces événements, il est pour faire la promotion touristique du territoire. Et on s'est dit, on va utiliser ces événements pour changer le comportement des gens qui vont venir à Chamonix participer à ces événements. On a l'ambition de se dire, si les gens viennent en transport en commun une première fois à Chamonix pour le marathon du Mont Blanc, peut-être que quand ils reviendront skier ou quand ils reviendront à un autre moment, ils emprunteront les transports en commun, et peut-être que ça peut faire aussi boule de neige pour d'autres événements à emprunter des mobilités douces. C'est un peu le même schéma. Nous, de la même manière, on aimerait bien pouvoir embarquer nos communautés pour qu'elles deviennent un peu plus vertueuses aussi. On n'a pas la chance d'être en montagne comme vous, donc on peut pas faire la promotion de montagne. Par contre, on essaye d'impliquer ces communautés. Donc typiquement, maintenant avant, on donnait des drapeaux, maintenant on les prête et on les à les rendre. Parfois, on a des opérations nettoyage, on nettoie tous le stade ensemble, nos supporters aussi. Donc ça, le fait de les impliquer, ça nous aide un petit peu. C'est une question que je voulais vous poser justement. Est-ce que vous pensez que ça infuse vraiment chez les sportifs, chez les supporters? Vous pensez qu'il y a un éveil, une prise de conscience climatique autour des gens que vous rassemblez? Moi, j'en suis convaincue. Quand on les impacte en leur obligeant à un autre mode de transport pour pouvoir participer à l'événement, forcément, ça fait réagir. En positif ou en négatif. Nous, on a vu au moment de l'annonce de cette mesure qu'il y avait des gens qui n'étaient pas très favorables. Mais forcément, ça a un impact, forcément, ça fait réfléchir. Et on espère que sur le long terme, ça ira plus loin. Et très clairement pour nous, quand on voit la montagne, et les les alpinistes, les trailers sont évidemment engagés parce que leur milieu est en... J'en viens, donc Dieu sait si ça nous parle, et c'est des sources d'inspiration pour nous. Mais bien sûr que nous, à notre niveau, nos sportifs s'impliquent aussi. Et quand on leur fait faire la promotion de la recyclerie sportive, donc la réutilisation du matériel sportif, bien sûr que ça parle et ça engage ceux qui les aiment et qui les suivent à faire de même. Pareil, quand on essaye de tuer la bouteille en plastique en mettant des fontaines, on a évidemment nos joueurs qui viennent en faire la promotion pour essayer d'adopter des comportements un peu plus vertueux et de faire que ça diffuse et que ceux qui nous suivent fassent pareil. On a eu cette petite bombe cette semaine avec Martin Fourcade qui a annoncé donc renoncer à être le chef de file de l'organisation des Jeux Olympiques de 2030 en expliquant que le projet était un contresens écologique, quelque part, que ça n'avait plus de sens, en tout cas la façon dont les régions le voyaient, d'organiser ce grand événement à la montagne. Est-ce que ça vous fait réfléchir quand même à l'avenir de vos activités? C'est évident que les activités hivernales, on se pose des questions avec le réchauffement climatique. Au quotidien, on vit ça à Chamonix. On est confronté, au lieu d'avoir la neige, on a la pluie parce que 1 ou 2 degrés de différence, il pleut au lieu de neiger. Tous les jours, on voit les montagnes avec des chutes de pierres, les glaciers qui fondent. Donc c'est sûr que on se pose des questions sur le futur de l'activité, des activités sportives hivernales. Maintenant, on essaye avec nos actions que ça change, que les comportements changent. C'est sûr qu'on peut se poser des questions sur les Jeux Olympiques, mais... Parce qu'au-delà même des JO, le sport à la montagne, beaucoup de gens de plus en plus disent maintenant que ça devient un contresens écologique. Vous avez la ville d'Annecy, par exemple, son maire a dit « Moi, j'arrête de financer le biathlon du Grand Bornand parce que c'est complètement contradictoire avec ce qu'on veut faire pour sauver la montagne. » Oui, alors c'est un peu extrême parce que si on arrête le sport à la montagne, notamment les activités hivernales, sport, quoi. Ouais, je pense qu'il faut pas l'arrêter, mais sans doute l'adapter. Évidemment que quand on finit la Vallée Blanche, la remontée de la mer de glace au Montanvert, c'est malheureusement un des plus gros symboles du fait que ça se réchauffe et qu'il y a de moins en moins de neige. Par contre, s'adapter sans doute. Nous, peut-être qu'on pourra pas jouer les étés quand il fera trop chaud ou qu'il y aura trop d'intempéries l'hiver. Donc évidemment, je pense qu'il plutôt que d'arrêter, il faut se dire qu'il va falloir adapter et qu'effectivement, le ski ne doit pas être le seul sport qu'on pourra faire. Et en tout cas, malheureusement pour le Grand Bornand, sans doute pas dans les stations où il n'y aura pas assez de neige à l'avenir. Bon. Le mot de la fin pour vous, Magali ?
Vous me prenez de court. Écoutez, nous, on est très contents d'avoir mis en place cette mesure. On espère que ça va se diffuser à tous les autres organisateurs et puis que les gens continueront à venir à la montagne, mais avec les transports en commun. Bon, enfin, en tout cas, effectivement, c'est un exemple qui marque les esprits. C'est ce quota de dossards, quasiment la moitié des participants. Merci infiniment à tous les deux. Merci. Yann Roubert, président du Loup, club de rugby de Lyon, vice-président de la Ligue nationale de rugby, peut-être futur président, on verra quand vous reviendrez, puisque les élections, ça se tient au mois de mars. Et avec vous, Magali Chevalier, merci infiniment, responsable des grands événements du club de sport de Chamonix. Allez, on accueille maintenant Antoine Poincaré pour son journal du climat. Bonjour Antoine. Bonjour Thomas. Directeur de l'AXA Climate School. On commence Antoine votre journal avec une entreprise suisse dans le secteur des transports dont le cours de bourse a dévissé à cause des catastrophes naturelles. Oui, Stadler, c'est un peu le Alstom suisse. Ça fait des trams, des trains, des métros. Les problèmes se sont accumulés tout au long de l'année. Ça a commencé l'été dernier. Constellium, son plus gros fournisseur d'aluminium, a été touché par des inondations dans le Valais. 4 mois d'arrêt total de livraison. Le retard sera rattrapé, mais dans un an. L'été prochain. Ensuite, c'est en septembre qu'un barrage a cédé en Autriche. Le site de Stadler a été inondé. Un train tout neuf qui était à l'homologation a été détruit. Perte sèche pour l'entreprise. Et puis, le troisième épisode, ça a été Valence, fin octobre. Le site de Stadler, et c'est intéressant, n'a pas été touché. Il est un peu au nord de Valence. Mais la catastrophe a coûté 200 000 heures de travail à l'entreprise, des salariés qui n'ont pas pu venir travailler et puis des fournisseurs de l'usine qui ont été touchés. Résultat, la direction financière de l'entreprise a convoqué la presse pour un profit warning en fin d'année. 5% de marge, c'était l'objectif qui devienne 3. Le carnet de commandes est plein en 2025, mais l'usine à Valence va mettre 2 ans complets à retrouver son rythme de production. Les plans B, ils mettent du temps à être mis en place. Résultat, le cours de bourse a décroché de 20% en quelques jours et il n'est pas remonté. La démonstration que dans un monde où les périls se répètent, l'adaptation deviendra un enjeu clé de compétitivité. Bien évidemment. Allez, on retourne maintenant aux États-Unis, à Los Angeles, pour voir l'histoire des maisons qui ont résisté aux flammes. Oui, on en avait parlé ici. L'immense majorité des maisons à Los Angeles sont en bois. Ça a donné les images que vous voyez où des quartiers ont été littéralement rasés par les flammes. Mais en regardant bien, on voit que certaines maisons, vous le voyez là-dessus, ont survécu, sont presque indemnes. Alors comment c'est possible ? Pour comprendre, on peut prendre une maison qui a été construite par un architecte, Greg Chazen, et que vous allez voir à l'image. Elle n'a rien, cette maison. Alors comment c'est possible ? D'abord, le choix des matériaux. Les murs sont dans un bois qui est traité spécialement pour résister aux flammes. Le toit est en métal. Les vitres sont construites spécialement pour protéger les habitants des hautes températures. Ensuite, il y a le design. Cette maison est particulièrement compacte. L'architecte la compare à une maison de Monopoly. Le fait que le toit ne déborde pas de la structure protège contre l'embrasement. Il y a ce qui se passe aussi autour de la maison, une petite cour sans végétaux, un muret en béton qui la protège. Et puis le dernier levier, il est comportemental. À l'approche d'un feu, les habitants doivent éloigner tout ce qui pourrait s'embraser. On rentre les poubelles, on déplace les voitures. D'ailleurs, vous le voyez, la voiture du voisin, elle n'a pas été déplacée, elle a pris feu, elle a mis en danger la maison. Mais finalement, tout s'est bien fini. Alors ces enseignements d'une architecture adaptée au feu, évidemment, ils sont clés pour reconstruire Los Angeles. Ça coûte à peu près 10% de plus de protéger ces maisons à la construction. C'est un peu d'argent donc, mais évidemment, le retour sur investissement est clair si ça limite les dégâts pour les prochains épisodes. Oui, sans commune mesure. Pour finir, Antoine, on parle régulièrement évidemment des victimes du réchauffement climatique, mais une étude vient d'être publiée sur les victimes du froid en Europe et sur l'évolution à venir des deux tendances. Oui, car aujourd'hui, en Europe, le froid et les maladies associées tuent plus que la chaleur, 10 fois plus. Mais évidemment, la tendance pourrait s'inverser avec le réchauffement climatique. Des chercheurs ont étudié différents scénarios pour 854 villes en Europe. C'est absolument majeur. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir ? D'abord que même dans le scénario optimiste, à 1,7 degré, la tendance va s'inverser. On mourra plus du chaud que du froid en Europe d'ici 2060. Ensuite, malheureusement, le bilan est négatif. Il y aura plus de nouvelles victimes liées à la chaleur que de gens qui éviteront des décès avec le réchauffement dû au froid. Et enfin, le dernier point, c'est la disparité géographique. Si vous allez au nord de l'Europe, en Irlande ou dans les pays baltes, là, le bilan est à peu près neutre. Il est même légèrement positif dans ces endroits où l'hiver est très rigoureux. En revanche, sur le pourtour méditerranéen, mais même en Suisse, en Autriche, en Pologne, le bilan est négatif. On aura plus de victimes en net à cause du réchauffement climatique. L'endroit le plus critique, c'est Malte. Malte, on parle de 268 habitants pour 100 000. 268 morts pour 100 000 habitants, même à cause des vagues de chaleur. C'est à peu près 2 fois plus que ce qu'on va subir dans le sud de la France, pour se donner une idée.
Merci beaucoup Antoine Poincaré, merci aussi à William Baudry comme toujours pour l'habillage remarquable de cette émission et bien sûr merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis, merci aussi à la CEC évidemment pour sa participation dans cette émission, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là on garde contact sur l'appli, notre site internet BFM Business en podcast et sur les réseaux sociaux. À très vite. BFM Climat, l'émission sur BFM Business.